Vous pouvez donc retrouver toutes. Vous pouvez donc, pardon. Eh ben, je vais y arriver. Vous pouvez évidemment réagir sur Facebook et Twitter à cette émission et sur l'adresse mail de l'émission politique@radio-rec.fr. On poursuit tout de suite notre émission avec notre nouveau sujet. On parle de Cuba. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Et vous le savez, peut-être Barack Obama a rouvert le dialogue avec Cuba. Ça faisait l'actualité il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et c'est François Hollande qui, cette semaine, s'est rendu la semaine dernière, fin de semaine dernière, qui s'est rendu directement à Cuba et qui a rouvert, là, une fois de plus, les relations entre la France, cette fois-ci, et le pays d'Amérique, tant décrié, j'ai envie de dire. On en avait déjà parlé, me semble-t-il, dans l'émission de Cuba. Oui, puisque nous avions parlé du fameux cigare cubain. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, messieurs, que penser au premier abord de cette ouverture des relations, réouverture des relations entre les différents pays? On parlait tout à l'heure des pays occidentaux, ces pays occidentaux, dont la France, dont les États-Unis, et Cuba, qui était plutôt fermé ces dernières années. Oui, évidemment, il y avait cette rupture diplomatique instituée, ordonnée par les États-Unis, à laquelle se soumettaient énormément de pays à travers le monde. Et donc forcément, quand Barack Obama, en janvier, a annoncé que les relations entre son pays et son quasi-voisin du Sud, Cuba, étaient réouvertes, forcément, ça a donné des envies à beaucoup. Et puis forcément, c'est une décision intéressante. Une décision intéressante parce que ça semblait tellement absurde d'ignorer de la sorte un voisin pendant tant d'années. Ça faisait 50 ans, plus de 50 ans que la décision avait été... si je ne dis pas de bêtises, oui, à peu près 50 ans que la décision avait été prise. Et voilà, il a fallu du temps, finalement, pour que, en quelque sorte, l'on passe à autre chose, alors même que la guerre froide est terminée depuis, là, une vingtaine d'années. Et certains s'étonnent aujourd'hui que François Hollande s'engouffre dans la brèche, mais pourquoi ne pas le faire quand il a une visite dans les Antilles prévue, très proche finalement de l'île de Cuba? Pourquoi ne pas en profiter? Certains parlent de diplomatie opportuniste, ou voilà, on la qualifie de la sorte. Pourquoi simplement ne pas en profiter quand l'opportunité se présente? Alors c'est ma question. Doit-on être diplomate avec tous les pays? On sait qu'en ce moment, il y a un autre front, celui de la Russie, avec notamment du commerce entre la France et la Russie sur les porte-avions ou sur des gros cargos, je me souviens plus exactement, en tout cas sur des engins militaires, que du fait de la situation un peu tendue en ce moment, et bien du coup, la France ne peut plus vendre ses produits à la Russie, et on se retrouve dans une situation où la France doit du coup faire un chèque à la Russie en guise de dommages et intérêts finalement. Alors, sur la Russie, il y a deux pans, je dirais. Sans trop rentrer dans le débat, mais doit-on ouvrir diplomatiquement à tous les... Rapidement, sur la Russie, il y a deux pans. Il y a évidemment ces contrats d'armement qui là sont des contrats stratégiques, purement stratégiques, et il y a également une rupture comme une sanction au portefeuille instituée par l'Union européenne qui a dit on interdit les importations depuis la Russie. Interdiction à laquelle a répondu la Russie par une interdiction de son côté également. La diplomatie se joue de plus en plus sur l'économique parce que c'est ça qui impacte directement les pays. Si l'on dit, par exemple, à la Russie, nous n'achèterons plus vos produits, forcément que ça a une influence, surtout quand on parle en tant qu'Union européenne. Et c'est là que l'Union européenne peut jouer un rôle important. Alors, sur le fait d'être regardant ou non sur la situation, je dirais, politique des pays avec lesquels on traite,
je trouve que c'est assez hypocrite des fois, en l'occurrence, par exemple, de dire de François Hollande qu'il n'est pas très regardant sur la situation politique de Cuba. Mais évidemment qu'il ne l'est pas. Mais l'est-on quand on discute avec l'Arabie Saoudite, par exemple? L'est-on quand quand on peut parler avec la Biélorussie ou avec la Chine ou avec, je sais pas, n'importe quel pays qui bafouerait les droits de l'homme? Non, on ne l'est pas. Mais quand ça nous intéresse, forcément, on ferme les yeux. On arrive à fermer les yeux parce que c'est comme ça que le monde avance, j'ai l'impression. Bien sûr qu'il faut continuer à militer pour davantage de droits, mais est-ce en enfermant un pays, comme on a pu le faire pendant tant de siècles avec Cuba, que l'on résout les problèmes? Ça n'a rien résolu, puisque c'est la même, c'est quasiment aujourd'hui une dynastie. Bon, ce sont deux frères, hein, Fidel Castro dans un temps, maintenant Raúl Raoul. Castro qui est au pouvoir. Voilà, donc les frères Castro au pouvoir. Rien n'a vraiment changé depuis les années 50 ni les années 60. Ça chie depuis que les frères Castro sont au pouvoir. Pas compris. Allez. Castro. C'est bon, c'est bon. Voilà. Allez, on passe, on passe. Non, non, mais, Et Hugo disait quelque chose d'intéressant. mais non, mais ça n'a rien changé. Donc, tout mélanger, j'ai l'impression, ça ne résout pas les problèmes. Et peut-être qu'il faut prendre les problèmes un par un. Pourquoi pas aussi profiter, mais jouer de l'ouverture pour mener ce qu'on appelle la diplomatie économique. Parce que le président, quand il se déplace, joue aussi à ça. On l'a vu notamment avec le président indien l'autre fois, où on a réussi en quelque sorte à vendre les Mistral. Mistral gagnant. Ouais, pour le coup, le Mistral était gagnant parce que c'était un gros échec. On l'a vu notamment, voilà, l'armement français a quelques soucis. L'exemple russe en a témoigné. Mais voilà, on peut, j'ai l'impression, jouer de ces opportunités-là, et ce serait stupide finalement de ne pas le faire, tout en peut-être jouant le double jeu, essayer de jouer le double jeu, d'essayer de aussi, peut-être dans un second temps, jouer le jeu des droits de l'homme. Mais ce serait, je le répète, hypocrite, et je donnerai la parole à Marc juste après. C'est moi qui vais Excuse-moi. lui donner la parole. C'est hypocrite de dire parce que c'est un ancien régime d'extrême gauche, parce que le Tché est un stalinien, qu'il a du sang rouge pour le coup sur les mains, etc. Il ne faut pas se rendre dans ce pays. Voilà, Oui. c'est malheureux, mais c'est Le comme ça que pays ça existe, fonctionne. il doit être un partenaire finalement. Voilà, c'est ça. Et puis c'est la coutume locale presque, Fidel Castro. Pardon, Che Guevara et Fidel Castro aussi. Marc, pour Oui, te alors- répondre. Alors très vite, j'ai 1 minute. Ah bon Parce que Hugo m'a bouffé les. Enfin, je n'ai plus là, ça y est, je peux plus parler. Allez, vas-y. Alors oui, alors je voudrais revenir déjà sur la question du Mistral. Je voulais juste apporter un truc. Je pense pas qu'il y ait une diplomatie où on puisse vendre autrement. Je pense que la question du Mistral, ça se règle avant tout en question d'évolution diplomatique et géopolitique, parce que les États-Unis qui avaient le monopole un petit peu sur ces ventes d'avions de précision, on va dire, avec le rapprochement celui avec l'Iran, il y a la France a bénéficié, à mon avis, de ce rapprochement-là, ce qui a des plus à certains et plus à d'autres. Bref, ça c'est une parenthèse que je veux faire. Après, pour ce qui est de la question, Hugo le rappelait justement, ça je trouvais ça intéressant. C'est vrai que on joue les diplomates avec beaucoup. On dit à l'Afrique, par exemple, vous avez un dictateur avec vous, il faut le faire tomber. Enfin, on l'a vu avec Kadhafi. On l'a vu au Mali en disant, bah oui, bah, le Nord, il va falloir faire quelque chose, il va falloir aider le Mali là-dessus. Il va falloir faire quelque chose en Somalie, il va falloir faire quelque chose en Centrafrique. Ouais, en gros, on aime bien dire, oui, il faut promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais comme le rappelait Hugo, on bénéficie du Qatar, on bénéficie de l'Arabie Saoudite, on n'a rien dit à la Chine, hein. On n'est pas un gendarme vis-à-vis de la Chine, on n'est pas un gendarme vis-à-vis d'Israël. Donc voilà, on pourrait appeler ça la grande hypocrisie internationale, je pense. Voilà, donc ça c'est une première parenthèse, j'étais très d'accord avec Hugo.
sur cette question-là. En tout cas, moi, je pense qu'on pourrait appeler ça la société c'est un petit peu spectaculaire au sens de la société du spectacle de Guy Debord, quoi. C'est vraiment tout est spectacle, tout est de l'image un petit peu, et enfin pas de l'image. Il n'aimerait pas que je dise ça, mais en tout cas, tout est caché. C'est la diplomatie, quoi. Après, pour ce qui est de la visite à Cuba, je m'en fous éperdument. Pour deux raisons. Pour une raison essentielle, c'est que il n'y a pas une volonté de la France d'aller vers là-bas. Il y a une volonté de François Hollande d'être le premier à être là-bas. Ce qui est une différence fondamentale. C'est pas un rapprochement de la France vis-à-vis de Cuba. C'est un geste pour qu'il passe avant les États-Unis. C'est tout. Il n'y a pas, il y a pas de, tout a été calculé. Je veux dire, l'importance des visites n'a d'importance que le nom et des deux noms qu'on voit s'afficher, France, Cuba, tati, tatata. Parce que dans les faits, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien, à mon avis, au régime qui, bien qu'il s'en éloigne, à mon avis, pas beaucoup changé de l'époque de Che Guevara. C'est comme la Russie qui se prétend être l'inverse de ce qu'était l'URSS. Les goulags existent encore. Sous Poutine, bon, c'est un ancien du KGB, ça aide évidemment, je pense. Mais en tout cas, voilà, donc il y a une espèce de coloration politique. Tout est bien, vous voyez, Cuba, c'est joli. Regardez, il y a les anciennes voitures, on fume des cigares, c'est génial. Voilà, donc c'est un petit peu voilà, c'est parce que Cuba, ça résonne un petit peu comme c'est un petit peu un symbole. C'est un petit peu un symbole et du coup on y va parce que c'est symbolique et donc la diplomatie est aujourd'hui symbolique et je clôturerai là-dessus. J'ai pas Alors, été trop long. y a pas de souci. Le monde d'aujourd'hui, enfin le monde, pardon, excusez-moi, 20 minutes d'aujourd'hui sur le site de 20 minutes qui publie Répression à Cuba, le régime a un sentiment d'impunité depuis son rapprochement avec les États-Unis. Effectivement, du coup, parmi ces signaux envoyés par le rapprochement, on espère évidemment derrière cela que les relations vont permettre d'améliorer la situation cubaine. A priori, ça ne va pas dans ce sens-là actuellement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'il se tue à te dire. C'est que on a fermé le verrou à triple, quadruple tour pendant tant de décennies, pardon. N'allons pas jusqu'au siècle. Et la répression est toujours là, donc c'est sûrement pas la solution. Alors, bien sûr que ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas parce que on s'ouvre au monde, on s'ouvre d'abord aux États-Unis parce que ça reste le maître du monde. Euh, et donc à la France, par exemple, pour ce coup-ci, que soudainement, les droits de l'homme vont émerger comme par miracle, et le régime va changer du tout au tout. Pire qu'en URSS, Russie aujourd'hui, on a, je le disais, un frère qui prend la succession de son frère. J'avais pas d'autres mots, voilà. Raoul qui prend la succession de Fidel. Comment voulez-vous que ça change? Non, ça va être la même chose et il va falloir du temps pour que justement la situation politique, au point de vue notamment des libertés, des droits des citoyens, s'améliore. Et voilà, il faut donner aussi le temps au temps. Bien, messieurs, nous allons revenir en France, même si nous parlions de François Hollande. C'est toi, Hugo, qui souhaitais nous parler un petit peu ce soir, et puis nous en débattrons ensuite, de la situation politique française, avec notamment du mouvement du côté de Jean-Luc Mélenchon, de Cécile Duflot. Tu semblais nous dire que le torchon brûle entre les deux. Alors bon, moi, je n'avais pas vraiment connaissance du rapprochement qui existait entre eux, donc finalement, je n'ai rien loupé. Mais voilà. Du remue-ménage, on se souvient évidemment de l'affaire du FN qui se poursuit, hein, Marine et Jean-Marie qui ne se parlent plus. Une troisième personne d'ailleurs dans ce parti, Marion Maréchal Le Pen, qui prend de plus en plus de place sur le plan médiatique, qui intervient de plus en plus finalement, pendant que les deux autres règlent leur querelle, avec des prises de position particulières. Voilà un petit peu, on parlait ces dernières semaines du paysage politique français, ça bouge. Non, tout à fait, c'est ça qui m'a marqué quand j'ai vu Bon, bien sûr, ça ne fait pas la une des journaux comme ça a pu le faire avec les Le Pen. Ce n'est pas aussi dramatique, je dirais, aussi théâtral. Et puis précisons que Cécile Duflot n'est pas la fille de Jean-Luc Mélenchon. Alors là, loin de là, ni même sa femme par ailleurs. Non, Cécile Duflot d'Europe Écologie Les Verts a durement et sèchement critiqué en fait la publication de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est plus ou moins à la tête du parti de gauche et du front de gauche aussi. Et sa publication portait sur les relations entre finalement portait essentiellement sur l'Allemagne et portait une large et virulente critique
du dit modèle allemand. Et ce sur quoi, évidemment, Cécile Duflot n'était pas d'accord. Cécile Duflot est plus européiste. Finalement, les Verts sont plus européens et européistes que ne le sont les membres du Front de gauche. Par exemple, une des lignes de discordance qui peut exister parce que tu te dis que tu n'avais pas connaissance d'un accord qui pouvait avoir existé entre les deux partis. Il y a eu des tentatives à gauche pour trouver une sorte d'alternative au Parti socialiste, parce que les Verts ne savent pas trop finalement où se placer. Les Rouges, si on peut les qualifier ainsi, du Front de gauche, se sont, eux, placés en opposition à François Hollande, assez durement, si l'on peut se représenter la position de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, j'ai noté également, à gauche, et d'autres l'ont noté évidemment, on est en ce moment dans une sorte de campagne interne au Parti socialiste, hein, avec les motions, où là, on ne sait plus vraiment quelle unité il existe au sein de ce qu'on appelle la majorité, évidemment, majorité socialiste. On ne sait plus trop qui continuera et jusqu'à quand continuera-t-il à soutenir le gouvernement, puisqu'au sein du Parti socialiste, il existe ce qu'on appelle aujourd'hui les frondeurs. Voilà, alors quelle part du Parti socialiste, de l'électorat et des élus, ça va être défini plus clairement, j'imagine, lors du vote solennel. Voilà, 4 motions sur le Parti socialiste. Voilà, des motions, voilà, c'est 4 programmes finalement, 4 axes, enfin 4 programmes différents, oui. 4, voilà. Soutenus par des équipes derrière. Voilà, et notamment Martine Aubry qui en soutient une, les frondeurs en soutiennent une autre. Voilà, il y a plusieurs courants finalement. Voilà. Mais comme dans tous les partis politiques, signalons-le évidemment. Évidemment, mais on sent que, je sens en tout cas que dans le Parti socialiste, il y a une vigueur plus forte de ce déchirement-là. On en parlait tout à l'heure, tu l'évoquais, les Le Pen, là c'est un drame familial qui transcende une histoire partisane, évidemment, parce que voilà, le FN est un parti qui est marqué par la filiation. 3 générations, tu l'évoques évidemment, qui marquent ce parti-là. Et un Jean-Marie Le Pen, patriarche exclu, qui annonce qu'il va créer un parti, donc qui va déchirer en plus qui va déchirer sûrement le FN de l'intérieur, puisqu'il va, si cela se concrétise, ramener une partie de l'électorat, peut-être aussi l'électorat que ne désire pas Marine Le Pen, qui va l'extirper hors du Front National. Et puis on a également, dernière chose, la création des Républicains, le parti de la droite classique qui doit remplacer l'UMP, les Républicains, qui sont l'émanation d'un Nicolas Sarkozy en pleine tentative pour regagner le pouvoir en 2017. Donc voilà, là, on a des divisions forcément fortes aussi à l'intérieur de la droite, parce que tout le monde ne va pas suivre la motion pour évoquer encore cette logique-là de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, à 2 ans maintenant, 2 ans et demi d'un scrutin important, national, les élections présidentielles, on a une scène assez disloquée, une scène politique nationale voilà, très divisée, et l'avenir est incertain à mon avis. Et rappelons effectivement qu'en ce qui concerne l'UMP actuelle, avec peut-être un futur nom, les Républicains, ce nom est évidemment contesté par l'ensemble du paysage politique français, y compris au sein même de l'UMP, avec, là pas forcément à l'UMP, mais plutôt à l'extérieur, des recours qui ont été posés, puisqu'effectivement, on reproche à Nicolas Sarkozy et à l'UMP de vouloir s'appeler les Républicains, et donc de se prétendre finalement, enfin, de s'approprier ce terme des Républicains. Oui, non, mais ce qui m'a fait assez marrer, c'est des gens qui s'appelaient Républicains qui ont porté réclamation. Donc là,
la preuve que rien ne va. Mais oui, évidemment, il y a les républicains américains d'abord. Il y a aussi la République, simplement, le terme de République. On s'approprie la République, donc ses valeurs également. On sait qu'une des grandes valeurs républicaines, c'est la laïcité. Donc voilà, Nicolas Sarkozy a longtemps souhaité faire une sorte de journée sur l'islam et l'islamophobie. Je crois qu'il a rétro-pédalé sur ce point-là. Voilà, ça reste largement en discussion. Et puis, être républicain, c'est aussi, en quelque sorte, exclure le Front National, parce que si je me souviens bien, c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit que Marine Le Pen n'était pas républicaine. Oui. Donc, voilà, c'est aussi une manière de vouloir trancher et une manière d'instrumentaliser, pour moi, en tout cas, la République. Marc, un avis sur cette question? A priori, non, puisque tu fais non de la tête. Effectivement, on a parlé la dernière fois, c'est peut-être pour ça aussi que Marc ne souhaite pas en rajouter. On avait parlé du Front National la dernière fois lors de notre dernière émission où tu étais présent, Marc. Simplement rappeler effectivement qu'il y a ces enjeux. Rappeler également le temps politique. Nous sommes en 2015, donc à mi-mandat de François Hollande. Il vient de passer, enfin mi-mandat passé, mais on a passé 3 ans avec François Hollande, il en reste 2. Voilà, on est déjà dans la course présidentielle. On l'y est d'ailleurs depuis un petit moment maintenant, finalement, au niveau du démarrage de cette course, qui est ponctuée également par des élections intermédiaires. Les régionales vont arriver très vite. On sent que le temps des partis, le temps de la réflexion est plutôt rare, finalement. Que ce temps, quand il a lieu, et c'est le cas sur les 4 motions du Parti socialiste, suscite aussi des guérillas à travers, évidemment, derrière, qui va se positionner, qui va être l'homme fort, et donc finalement, qui se positionne pour la future élection. Donc voilà, il y a toutes ces questions. Je voulais peut-être te faire réagir, Hugo, une dernière réaction avant de nous quitter, sur Claude Barthelone, président actuel de l'Assemblée nationale, qui sera candidat aux primaires socialistes pour les élections européennes, pour la tête de liste des pardon, pas européennes, des élections régionales, tête de liste des élections régionales du mois de décembre prochain. Voilà, que penser qui était à Cuba avec François Hollande, effectivement, mais que penser, voilà, d'un président d'assemblée législative en France qui se porte candidat pour une élection? On imagine bien que derrière, c'est parce que Jean-Paul Huchon est en position pour ne pas remporter cette élection s'il se présente. Que penser de Claude Barthelone qui se présente du coup? Alors, Barthelone a pris nettement de l'importance en étant sur le perchoir depuis 3 ans maintenant. Il semble une figure, je dirais, intéressante pour la gauche en vue de remporter ces élections-là. Tu l'as dit, Jean-Paul Huchon en est à son 3e mandat, donc peut-être une lassitude de la part des franciliens, et donc une tentation de voter de l'autre bord, donc pour Valérie Pécresse qui se présente face à lui. Et donc pourquoi pas cette alternative? Alors évidemment, il est contesté, c'est notamment sa position qui a été contestée. Comment un président de l'Assemblée nationale peut-il faire campagne? J'avoue ne pas avoir la réponse à cette question. Certains, à droite évidemment, mettre en avant le fait qu'il puisse jouer de sa position pour faire des petits cadeaux à droite à gauche, voilà, ce genre de choses, jouer de son influence, jouer de l'argent dont il dispose de par sa fonction, voilà, des hôtels notamment. Et je pense que ça va être de toute façon quelque chose de surveillé, puisqu'il ne démissionnera pas de sa fonction de président de l'Assemblée nationale. Je pense que la manière dont il va gérer les 2 pans, à la fois président et candidat, vont être sûrement et suffisamment surveillés pour qu'il n'y ait pas de dérive. Je l'espère en tout cas. Voilà, effectivement, ça pose de nombreuses questions. Sur cette question d'un président de l'Assemblée nationale candidat, ça me rappelle effectivement de vous conseiller le reportage de Capital de dimanche dernier sur M6, que vous pouvez revoir en replay, où il était question, outre les dépenses des collectivités, les héritages, effectivement, avec donc des anciens présidents de la République. On sait, avec ce reportage, vous pourrez découvrir ce qu'ils gagnent finalement. Enfin,
ce que l'État leur donne dans leur retraite de président, j'ai envie de dire, voilà. Et puis également les anciens premiers ministres, pardon. C'est le cas de Jean-Marc Ayrault, c'est le cas d'Édith Cresson, voilà. On voit un petit peu les moyens dont ils disposent et qui sont mis à disposition par l'État et donc par les impôts de nos concitoyens, par le budget de l'État. Et on voit les sommes parfois exorbitantes qui leur sont données depuis les années 1985, puisque c'est François Mitterrand à l'époque qui avait donné ces avantages, je dirais, à Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac depuis et Nicolas Sarkozy également actuellement. Voilà, c'est une simple décision, il ne s'agit pas d'une loi, mais une simple. Pas beaucoup profité. Voilà, il s'agit d'une simple décision. Non. Ah oui, non. Ah ben non, De Gaulle, non. De Gaulle non plus. Je crois que c'est le plus dépensier, Giscard, c'est ça, hein. Giscard est le des plus dépensiers, Non, effectivement. c'est celui qui touche le plus, Voilà. plutôt. Oui, et qui touche le puis qui est quand même bénéficiaire. Ouais. le plus dépensier quand même malgré Avec tout. des petits hôtels particuliers à 28 000 € par mois. Et encore, sans compter les autres avantages. Non mais voilà, c'est-à-dire se rendre compte un petit peu de la différence des fois entre l'effort demandé aux Français Oui, c'est n'importe quoi. et à côté de ça les dépenses réalisées par l'État. Bien que, rappelons-le quand même, ces gens-là ont donné leur temps évidemment à la France, à la représentation de la France, et qu'il est intéressant quand même de ne pas les oublier, mais de là à avoir tous ces avantages Puis et c'est de pas, ne et pas c'est les pas- et renier. ce n'est pas non plus seulement que les présidents. Il y a aussi les premiers ministres qui bénéficient De manière beaucoup moins importante, je tiens Bien à préciser sûr, quand mais une même. voiture de fonction, c'est toujours intéressant. Moi, avec 2 chauffeurs. Messieurs, si je comprends bien, vous invitez à Oui, voilà. tuer ces anciens ministres, premiers ministres, présidents, c'est ça? Non, Bah, tout juste à fait, pas, non, non. à supprimer les, À les à supprimer. supprimer les avantages. Non, excusez-moi, à supprimer les avantages qui leur ont été donnés par une lettre du Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, et qui n'a jamais été remise en question, alors que cela n'est pas inscrit dans la loi, mais est une décision simplement du président de la République de l'époque, et qu'il suffirait de les supprimer de manière tellement plus simple que actuellement de faire des textes de loi en disant il faut réduire tel impôt, augmenter tel machin, etc. Là, il s'agit que de décisions, en gros, du président ou des cabinets de ministres qui ont été signées. Ce sont des lettres qui accordent des privilèges à certaines personnes. Il ne s'agit en rien d'une loi. Les supprimer ne créerait pas une grève comme il y a actuellement dans les hôpitaux à Paris parce qu'on est en train d'essayer de trouver des économies de bout de chandelle, ne remettrait pas en cause l'équilibre du système éducatif comme on est en train d'essayer de le faire dans le cadre de la réforme des collèges, à essayer certainement de trouver des économies partout, à réduire les enveloppes des collectivités locales. Voilà. Tout ça, ça passe par la loi, ça passe par des réflexions énormes où on se demande comment est-ce qu'on va faire les équilibres, parce qu'évidemment, si vous retirez de l'argent à une collectivité, elle risque de ne plus investir et donc de ne plus donner de travail au niveau local, de ne plus dynamiser le local, et si on ne dynamise pas le local, on ne dynamise pas le national. Et donc, vous avez voilà. compris que Nicolas Simplement, sera candidat à la mairie dans pas très longtemps. on parle simplement de milliers de millions d'euros en ce qui concerne les anciens présidents, là où on parle parfois de pas grand-chose au niveau du reste de la politique pour faire des économies. Tout simplement. Voilà. Merci Nico. Messieurs, il est l'heure de nous quitter. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Je rappelle 2 dates. J'informe de la première. Sachez qu'une visite des locaux de la maison de l'étudiant où nous sommes aura lieu mercredi prochain, mercredi 27 mai me semble-t-il, afin je dirais que cette visite de fin de chantier par la région qui a donné ces bâtiments, donc si les étudiants souhaitent y passer, pour montrer qu'il y a de la vie étudiante à la maison de l'étudiant, n'hésitez pas. Deuxième date, et celle-là est bien plus importante, il s'agit du 11 juin. Jeudi 11 juin à partir de 19h, les 10 ans de Radio Rec. N'hésitez pas à participer au concours Liberté d'expression. Quelques minutes, 3 exactement, pour enregistrer votre audio sur le thème de la liberté d'expression qui a été choisi cette année. Durée donc de 3 minutes. Vous pouvez être aidé en studio par un technicien si vous le souhaitez. Vous avez jusqu'au 5 juin pour vous inscrire sur le site radio-rec.fr. Pour les 10 ans de la radio, on l'a dit, à partir de 19h, avec évidemment les résultats du concours, avec un cocktail, des invités et plein de surprises. On compte évidemment sur votre présence. N'hésitez pas à suivre Politiquement Incorrect sur radio-rec.fr, sur Facebook et Twitter pour réagir notamment à l'émission de ce soir. On vous remercie et on vous fait de gros bisous. À très bientôt. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.